Bonsoir et un nouvel épisode de Questions d'actu spécial Africa CEO Forum qui se tient ici donc à Abidjan. Le Maroc est présent en force. La délégation marocaine est menée par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, accompagné du ministre délégué chargé de l'investissement. Il y a également des membres de la CGEM et aussi le président de la Fondation nationale des musées. Alors oui, il y a une économie de la culture, il y a des ambitions pour porter cette économie de la culture, pour booster la dynamique culturelle à travers le continent. Le Maroc est de fait un acteur clé pour cette dynamisation de la culture africaine. Pour nous parler du sujet et de la présence de la culture dans un CEO Forum, j'ai l'immense joie d'accueillir sur ce plateau Mehdi Qutbi, président de la Fondation nationale des musées. Bonsoir Mehdi Qutbi, merci de répondre à nos questions. Bonsoir, c'est un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Alors, d'abord, un mot sur votre participation à l'Africa CEO Forum. Si vous pouvez permettre, je vais d'abord vous répondre, parce que j'avais souligné un point essentiel. Un jour, j'échangeais avec le président du Louvre de l'époque. Il me disait, quand l'État nous donnait 1 euro, nous rapportons à l'État 90 euros. Donc vous voyez comme la présence de la culture est essentielle aujourd'hui dans le développement économique et dans l'image qu'un pays peut donner de lui-même. Ma participation, je trouvais que c'était d'abord, j'adresse, ça tombe très bien, j'adresse mes remerciements au chef du gouvernement de m'avoir convié et d'avoir eu cette idée que je trouve lumineuse, d'associer la culture comme dans tous les pays modernes. Et ça, je pense, hier, ça a été édifiant de voir que ma rencontre avec la ministre de la Culture de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire a commencé son mot de bienvenue par rendre hommage à la vision de Sa Majesté le Roi, de mettre la culture à la place qu'elle a aujourd'hui. Et de ce fait, le Maroc est devenu un exemple à suivre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu ce bonheur de partager un petit déjeuner qui a duré 2 heures avec le président Talon du Bénin, qui me disait le Maroc est un exemple à suivre sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Alors on parle, Mehdi Qutbi, d'un soft power économique qui est avéré aujourd'hui, notamment sur le continent, grâce notamment à la 50aine de visites de Sa Majesté dans différentes contrées du continent. Qu'en est-il du soft power culturel? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un soft power culturel made in Maroc, marocain? Écoutez, je pense que nous avons, et c'est prouvé dans le monde, que le Maroc dispose et a à la fois un patrimoine, une histoire, une culture et une modernité culturelle incroyable. Et c'est normal qu'on puisse utiliser, regardez, cet extraordinaire élan donné par l'équipe du Maroc de football. Ce n'était pas que le Maroc, c'était le monde qui portait cette équipe. Mais c'est la même chose pour la culture. Et ce que cette équipe a donné au Maroc, à travers le monde, dans des contrées les plus lointaines, c'est absolument exceptionnel. Mais c'est la même chose pour la culture. Aujourd'hui, vous avez des artistes marocains qui sont présentés dans les grandes ventes aux enchères et qui donnent une image de modernité, une image de beauté au Maroc. Alors, quand on parle justement de cette image de beauté, est-ce qu'il y a de la coopération? Il y a eu cette exposition spéciale Bénin, n'est-ce pas, au musée d'art moderne. Au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Exactement. Ça a été un succès. Est-ce que c'est un exemple peut-être à dupliquer avec d'autres pays africains? Écoutez, moi je suis très heureux que vous puissiez me poser cette question. Là, j'ai eu hier une réunion, comme je vous le disais, avec la ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons convenu de travailler d'abord ensemble et de partager cette expérience que le Maroc a acquis
avec nos amis et nos frères africains, et particulièrement la Côte d'Ivoire. Le président Talon m'avait invité à cette grande exposition sur le retour des œuvres qui étaient spoliées. Et en même temps, ils ont eu cette idée géniale d'incorporer une exposition de la modernité béninoise exceptionnelle. Et dans mon échange avec le président Talon, je lui ai suggéré de prendre cette exposition, de la mettre au Maroc pour que les Marocains aussi puissent avoir accès à cette exposition. Bien évidemment, cette exposition a un succès retentissant. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'un commun accord avec les autorités béninoises de la prolonger. Nous souhaitons, en effet, vous avez raison, maintenant, c'est un exemple qu'on va suivre. Nous allons faire exactement et faire appel à différents pays pour pouvoir faire des expositions, pour que les Marocains puissent aussi avoir accès à cette terre qui nous unit, qui est l'Afrique. Nous sentons, les Marocains, et vous avez parlé de ces visites de Sa Majesté le Roi, qui a consolidé encore plus cette fraternité ancrée dans l'histoire, ancrée aussi dans cette terre nourricière de l'Afrique, qui nous nourrit tous de son histoire. Alors, puisque vous parlez de nourrir, et comment donner vraiment davantage d'élan à cette économie de la culture en Afrique, et notamment grâce à la jeunesse, grâce à ces jeunes artistes, et aussi nourrir leurs espoirs pour que ce soit vraiment une activité créatrice de valeur pour eux et pour le développement de leur pays. Je vous donne un exemple que nous vivons aujourd'hui. La création par Sa Majesté le Roi du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain a créé tout autour du musée ce qu'on appelle un écosystème. Des restaurants, des cafés, des galeries. Donc je crois que c'est ainsi qu'on développe une économie rattachée à la culture. Et en plus, ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, des artistes africains sont vendus dans les ventes aux enchères à des prix extraordinaires, à New York, à Londres. Pour les Marocains, c'est la même chose. Le marché de l'art est florissant. Se tient bien en ce moment. Florissant. Et puis je crois que l'histoire... Le marché de l'art africain, oui. s'entend. Ah oui, incontestablement, surtout à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de collectionneurs qui reconnaissent, et d'historiens, et de critiques qui reconnaissent la valeur et de cette Afrique, de ces artistes. Car quand vous regardez toute l'histoire de l'art moderne et contemporain, vous vous apercevez que l'Afrique a apporté dans ce domaine énormément à l'évolution de la modernité. En général, à commencer par Picasso, par tous ces artistes qui sont nourris de l'Afrique. Toute ce mouvement des cubistes se sont nourris de ce masque, de ces statues africaines. Donc, il est normal que l'Afrique s'approprie aussi son histoire et commence à elle-même devenir propriétaire de son propre avenir et son propre devenir. Et propriétaire aussi de son patrimoine. C'est pour ça que vous avez évoqué tout à l'heure cette question qui est centrale de la restitution des œuvres du patrimoine africain. Ah oui, tout à fait, qui sont revenus au pays. Et c'est une fierté. Mais vous pensez que le cas du Bénin peut être reproduit dans d'autres pays? C'est déjà le cas pour certains pays africains. Écoutez, c'est une question extrêmement complexe. En effet, il faut que ce soit un retour aux sources pour que ces pays puissent s'approprier leur propre histoire qui lui aura été réellement volée, transportée ailleurs, et que maintenant ils puissent s'en approprier et retourner au pays. Mais en même temps,
il faut aussi avoir ce sens du partage qui est l'essence même de la culture. Partager la beauté, partager la lumière, partager ce qui est merveilleux. Mais c'est en soi, la restitution est en soi une reconnaissance aussi envers ces patrimoines-là. Et effectivement, après cette reconnaissance, s'ouvre la porte du partage. Vous avez tout à fait raison, et je pense que c'est comme ça, je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir à ce que j'appellerais la relation entre pays, entre les Occidentaux et entre notre continent, l'Afrique, car l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Oui, c'est absolument. Alors, avant puisque vous parlez d'avenir, moi je vais vous parler aussi de passé, ou en tout cas, la Fondation nationale des musées a bientôt 10 ans. Écoutez, je vais vous contredire un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà presque 11 ans. Autant pour moi. Autant pour moi, Mehdi Une Khosbi. année. Mais vous savez, avec le Covid, ou la Covid, il y a eu presque 2 ans d'absence du monde. Le monde s'est totalement endormi pendant 2 ans. Mais entre-temps, cette fondation a évolué. On aimerait bien faire un bilan d'étape avec vous, Mehdi Khosbi. Mais avec grand plaisir. Si vous me le permettez, je ne vais pas faire de bilan, puisqu'on n'est pas à une fin, mais plutôt à un début. Un début d'un rêve. Le rêve qui est celui de partager une passion que j'ai, que j'ai eu cette chance exceptionnelle que Sa Majesté me fait confiance et m'honore pour prendre en charge cette chose qui me fait vivre, qui est celle de partager le bonheur que j'ai moi en tant qu'artiste, de partager ce que je fais et ce que j'aime avec les autres. Quand nous sommes arrivés, bien évidemment, les musées n'étaient pas ce qu'ils sont actuellement. Et nous avons travaillé parce que j'ai la chance, et une grande chance, je remercie le bon Dieu, d'avoir une équipe extraordinaire autour de moi. Parce que rien n'est possible sans cette équipe. Et nous avons commencé, c'est ce que j'ai expliqué hier à nos amis ivoiriens. Nous nous sommes focalisés sur d'abord le musée Mohamed VI. Nous avons commencé à se former et nous avons démarré avec d'autres musées la rénovation. Comment préserver nos objets, notre patrimoine est rénové pour que le lieu puisse être accueillant, puisse donner la possibilité à ces jeunes de venir. Car quand vous regardez aujourd'hui ce que j'appellerais un bilan d'étape, on a 65% de visiteurs qui sont des jeunes. C'est-à-dire que nous travaillons pour l'avenir. Et ces jeunes amènent leurs parents, leurs familles vers les musées. Et la chance nous a été donnée de rencontrer des gens exceptionnels, ailleurs qu'au Maroc, pour nous donner accès à une exposition comme Picasso, première en terre africaine, de faire venir Delacroix, première en terre africaine, faire venir Van Gogh, Monet, Cézanne, Renoir. C'était inimaginable, c'était un rêve. Modigliani aussi. Et les Marocains me disent, c'est assez extraordinaire. Ils me disent, mais c'est fantastique. Nous n'avons plus besoin d'aller prendre un billet d'avion, attendre les visas pour voir des expositions qui sont à notre portée. Et tous, j'insiste beaucoup s'il vous plaît, tous les Marocains sont reconnaissants à Sa Majesté le Roi de leur donner la possibilité d'avoir accès à des expositions et à des musées de qualité aujourd'hui. Sans la vision royale, cette vision anticipatrice, on ne sera jamais là où on est aujourd'hui et on ne sera jamais l'exemple qui est donné aujourd'hui, qui est suivi par nos amis et nos frères africains. Et j'ai cru lire que
lors en tout cas de l'inauguration du Musée national de la parure. Vous avez dévoilé que le souverain lui-même avait prêté de sa propre collection du patrimoine de parures marocaines pour ce musée national de la parure. Moi, je voudrais vraiment revenir déjà sur ce musée national de la parure, parce que c'est bien de ramener effectivement de grands artistes internationaux de la taille de Monet et d'autres, ou de Picasso, mais c'est bien aussi de nous rapprocher de notre patrimoine, et c'est, j'imagine, l'ambition de ce musée. Parlez-nous de ces parures, mais aussi j'aimerais peut-être vous interpeller sur le rôle de ce genre d'initiative pour ramener la jeunesse un peu vers l'artisanat, vers les maîtres artisans, et donner à ces maîtres artisans la valeur qu'ils méritent vraiment. Si vous permettez, je commence par le dernier point que vous avez souligné. C'est incroyable, pas plus loin qu'hier matin, je parlais avec le directeur de la maison de l'artisan pour essayer de voir, en effet, dans le musée de la parure, voulu par Sa Majesté aussi, et dont Sa Majesté nous a honorés par mettre à notre disposition sa propre collection de bijoux berbères, qui est une exposition qui est une collection exceptionnelle et extraordinaire. Mais n'oubliez pas que le souverain est le premier à avoir soutenu, à avoir collectionné les artistes marocains et leur avoir donné une visibilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les Marocains, vous voyez, je donne toujours un exemple assez sympathique. Avant, il y avait les jeunes mariés qui demandaient à ce qu'on leur achète de l'argenterie et autre chose. Aujourd'hui, ils demandent à ce qu'on leur offre des œuvres d'art. D'artistes marocains. Absolument, bien évidemment. Et donc, pour revenir à la collaboration, le directeur de Maison de l'Artisan m'a proposé, à la rentrée, de trouver un écrin, peut-être comme le musée de la parure, pour donner la possibilité aux artisans à la fois d'exposer leur travail, mais en même temps de venir faire des démonstrations afin de familiariser les gens et les jeunes à ce métier de la main, à ce bonheur qu'on a de quelque chose de banal, en faire quelque chose de magnifique et de merveilleux. Donc sachez que ce que vous dites là, nous sommes en train de suivre réellement, puisque ce sera normalement vers la rentrée prochaine, une grande exposition de l'artisanat d'art avec les maîtres artisans qui viennent aussi faire de la démonstration. Notre objectif, et ça a été, je vais dire, une des directives que Sa Majesté avait données, démocratiser l'art. Et quand on voit que 65% de nos visiteurs sont des jeunes, c'est quelque chose qui nous réjouit pour l'avenir. Et nous avons fait énormément de conventions avec à la fois l'éducation nationale, la gratuité aux professeurs, la gratuité aux étudiants, aux jeunes enfants, afin de les inciter à franchir les portes des musées. Et ils ont répondu, parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse vient au musée, mais en même temps, nous avons signé des conventions pour que des entreprises, des banques puissent faire venir par bus des enfants des quartiers les plus défavorisés. Et ça s'appelle une journée au musée, avec bien évidemment un sandwich pour couper la journée et faire, parce que vous savez aujourd'hui, Rabat est ville lumière, capitale de la culture, et qui est encore capitale africaine de la culture, est en train de drainer un monde fou, et nous avons quand même 4 grands musées aujourd'hui. Et nous allons prolonger encore à faire le musée du continent, voulu par Sa Majesté, le continent, c'est-à-dire notre continent, au lieu que ça s'appelle le musée de l'art africain, ça s'appellera le musée du continent. Alors pour justement accompagner ces ambitions, Mehdi Khoutbi, vous allez certainement
former des gens, parce que c'est tout un écosystème aussi qui est relatif à ce monde muséal et à ce monde de la culture. Est-ce que ce volet de la formation a été aussi pris en compte et pris en charge par la Fondation? Au début de notre entretien, je vous disais que nous avons évoqué avec Madame la ministre de la Culture et de la francophonie de la République du Côte d'Ivoire la formation. Nous avons déjà commencé depuis 3 ans ou 4 ans à partager ce que nous savons, ce que nous connaissons, ce que nous maîtrisons avec nos frères et nos amis africains. Nous établissons régulièrement ce qu'on appelle des séquences de formation d'1 semaine à 15 jours. Le Maroc aujourd'hui dispose d'une connaissance et d'un savoir. Ce savoir qui a été acquis parce que nous nous sommes formés, à la fois formés parce que nous avons construit et fait, mais en même temps formés de l'expérience des autres pays, que ce soit avec la Hollande, que ce soit avec l'Espagne, que ce soit avec la France, que ce soit avec les États-Unis. Donc nous avons réellement fait venir souvent des grands spécialistes qui nous ont accompagnés. Nous sommes aussi nourris de leur expérience. Et cette nourriture, nous voulons la partager avec les autres et avec les Marocains, parce que par exemple, toutes les séquences de formation ont été ouvertes à tous les musées du Maroc, privés ou publics. Donc vous voyez que le Marocain a aussi toujours ce sens du partage qui est essentiel. Merci beaucoup, Mehdi Rodbi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, c'est la première partie de Questions d'actu. On revient dans quelques instants. Merci de rester avec nous. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à cette seconde partie de Questions d'actu spéciale Africa CEO Forum. Nous venons de le suivre, le Maroc s'est positionné comme un acteur clairement majeur de fédérateur aussi de la culture africaine. Autre secteur où il a été beaucoup question lors de ce forum, c'est la formation. Et là aussi, de manière factuelle et pragmatique, le Maroc a su se distinguer sur le reste du continent grâce notamment à une institution, l'université Mohamed VI Polytechnique, dont j'ai l'immense plaisir d'accueillir de nouveau dans Questions d'actu son président Hicham Habté. Bonsoir, merci de répondre à nos questions. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors nous sommes ici à Abidjan. Il est beaucoup question de formation. Comment d'ailleurs imaginer des champions africains sans les ressources qualifiées nécessaires. Comment enclencher cette dynamique de formation utile en Afrique? En fait, pour moi, le premier élément est la prise, en fait, être conscient qu'une entreprise, c'est un ensemble de femmes et d'hommes. Que l'entreprise en soi n'existe pas. On parle de personne morale. Et que, en fait, la force de l'entreprise, c'est pas ses installations, mais son capital, ce qu'on appelle maintenant le capital humain. Effectivement, pendant ce forum-là, on a vu les tendances, les défis auxquels le continent est en train de faire face, et il faut les voir côté positif, à savoir des opportunités dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'agrobusiness et autres. Et le point clé, c'est la formation qui est en lien avec les besoins, ces nouveaux besoins. L'avantage comparatif du continent africain, c'est sa jeunesse. Et donc c'est ça en fait qui va faire que, en se projetant à 2050, que l'Afrique va être la solution pour l'énergie, la solution pour la sécurité alimentaire, la solution pour les nouveaux services de santé. Donc le premier enjeu pour moi, c'est cette prise de conscience par rapport à cet actif majeur qu'est la jeunesse du continent africain. Après, les universités, d'une manière globale, doivent être en lien très étroit avec ces entreprises-là pour former, vous avez utilisé le terme utile, et former en fait des personnes qui sont à même de mettre en œuvre
les plans de développement de ces dites entreprises. L'UM6P s'est déjà engagé sur cette voie. Alors, et d'ailleurs, je l'ai reçu en interview, toujours en marge de ce forum, le président de l'Africa CEO Forum, Amir Beni Ahmed, qui, après une visite de votre institution, atteste, je cite, que l'UM6P est un modèle qu'il faudrait dupliquer dans l'ensemble des systèmes éducatifs africains. Dans quelle mesure, Hicham Abté, cela est-il possible ? En fait, c'est possible en intégrant les composantes de l'ADN de l'UM6P en fait, à travers le continent africain. Notre ADN commence par une prise en charge des besoins de l'industrie. Donc nous travaillons vraiment d'une manière très étroite avec l'ensemble du secteur industriel au niveau Maroc. On met en place des curriculums qui partent du besoin de l'entreprise. On travaille en mode co-construction, nous ne sommes pas isolés du monde industriel. Nous avons, je vais illustrer avec un exemple, avec une entreprise où tout le programme a été co-construit avec la direction des ressources humaines. Okay. Voilà, donc il y avait un prof de l'UM6P, il y avait le DRH de cette entreprise-là, qui ont mis en place un programme sur 10 mois avec une particularité de 8 semaines, on va dire, apport théorique et 4 semaines au niveau de l'entreprise et après retour à l'université. Donc il y a 3 allers-retours. Et ça, il faut que l'université accepte le fait de mettre en place un curriculum de formation doit être fait en dehors de ces murs. Donc et cette ouverture, cette perméabilité, on peut parler en fait de frontières poreuses entre le monde industriel et le monde académique. Et ça, en fait, c'est une façon de penser le monde académique. Et cette recette-là, en fait, elle est facilement, on va dire, partageable avec l'ensemble du monde académique. Est-ce qu'il y a justement, selon vous, des moyens de renforcer cette coopération afin d'échanger avec des universités dans le reste du continent? Exactement. Comme vous le savez, l'UM6P a un réseau de partenaires. En fait, ici en Afrique, tout à l'heure, j'étais dans un panel avec le ministre de la formation professionnelle, l'ancien directeur de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Et donc, on travaille ensemble sur la mise en place d'un nouveau type de formation dans le domaine de l'agriculture en intégrant le digital dès le départ. Et ça, en fait, c'est un modèle co-construit entre l'UM6P à travers 1337, que vous connaissez, l'école de codage, et l'Institut basé à Yamoussoukro. Donc, le Premier ministre ivoirien a posé la première pierre il y a quelques semaines. Et donc, on va essayer d'ouvrir cette école-là dans les prochains mois. Et qu'en est-il de cette ambition d'avoir des champions africains puisque l'université, en gros, et d'ailleurs l'UM6P a fait ses preuves sur ce volet, l'université n'est pas seulement pour la formation, mais c'est aussi pour voir éclore un entrepreneur ou une femme entrepreneur. Exactement. En fait, pareil, là tout à l'heure on a parlé dans le mindset de l'université de dire mais en fait je suis là pour être en lien permanent avec le monde industriel. Il y a à mon avis un autre paradigme à installer, c'est de considérer l'ensemble des étudiants et des étudiantes comme des entrepreneurs. C'est ça, il faut qu'on dise je suis là pour accompagner ce jeune pour qu'il puisse à la fin, pas forcément avoir une start-up. Ça, pour moi, c'est une illustration de cet esprit entrepreneurial. Esprit entrepreneurial, ça veut dire quoi ? Prise de risque. C'est travailler, être tout le temps au fait des besoins de ses clients. Des fois, clients au sein d'une entreprise. Le client peut être juste l'autre département. C'est donc accompagner cet esprit entrepreneurial à travers plusieurs programmes. Effectivement, à l'UM6P, dans la plateforme qui s'appelle StartGate, nous avons en fait toute la chaîne de valeur de la formation, la vulgarisation de l'entrepreneuriat, la pré-incubation, l'incubation, l'accélération et le développement des startups. Aujourd'hui, nous avons accompagné plus de 600 porteurs d'idées, porteurs de projets qui ont été accompagnés au niveau de l'université, qui ont donné lieu à pas mal d'entreprises, mais pas que. C'est ça, en fait, j'insiste sur le fait que les autres qui n'ont pas forcément monté une entreprise, en fait, ils sont sortis de ce parcours-là avec un état d'esprit entrepreneurial.
Et c'est de ça dont les entreprises ont besoin, à mon avis. Alors, il y a quand même un point à souligner. Il y en a ceux qui finissent ce parcours universitaire et qui s'envolent vers d'autres cieux. Et d'ailleurs, selon un chiffre qui a été cité dans l'un des panels de ce Africa CEO Forum et selon les chiffres de l'Union africaine, 70 000 professionnels hautement qualifiés émigrent d'Afrique chaque année. Hicham Habté. Alors, peut-on réellement, selon vous, arrêter cette hémorragie de la fuite des cerveaux? Au Maroc, nous en souffrons aussi, mais c'est le cas pour le reste du continent, on atteste ces chiffres. Non, la réponse la plus simple, c'est non. Réaliste. On ne peut pas. On ne va pas fermer les frontières, on ne va pas empêcher les gens de pas voyager. Le monde aujourd'hui est une seule entité connectée. Et donc, on ne peut pas empêcher un jeune de vouloir quitter. Je ne vois pas comment on peut le faire, vraiment, d'une manière très réaliste et très pragmatique. Deuxième élément, c'est le terme, fuite des cerveaux, qui, pour moi, est un peu négatif, en disant, en fait, c'est un cerveau qui... Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, les cerveaux ne fuient pas, les cerveaux restent ici. Donc, c'est pas... Il a parlé, je vais citer quelqu'un qui a parlé de la circularisation, ou la circularité des compétences. Voilà. Donc, une compétence est là, elle part. Donc, c'est à nous, maintenant, comment empêcher. Donc, premièrement, à mon avis, il faut qu'on forme beaucoup plus. De toute façon, il y a quand même un gap en termes de formation. Deuxième élément, c'est d'offrir des conditions qui permettent aux jeunes de ne pas vouloir partir. Sachant que l'emploi, aujourd'hui, change de nature. C'est-à-dire l'emploi salarié tel qu'on l'a connu est de moins en moins attractif. La plupart des jeunes veulent rester auto-entrepreneurs, monter leur propre entreprise. Avec le Covid, le recours au travail dit hybride, maintenant, ça devient de plus en plus facile de le faire. Et donc, il y a pas mal de jeunes qui restent, par exemple, au Maroc, qui travaillent pour les grandes entreprises, mais qui ramènent des devises parce qu'ils sont payés en dollars ou en euros, mais tout en restant à Ben Guerir ou en restant à Casa. Donc, pour moi, il faut qu'on prenne en compte ce shift dans l'emploi salarié, qui n'est plus comme ce qui a été le cas il y a une dizaine d'années. Après, en fait, rendre les défis auxquels le continent fait face vraiment en opportunité. Donc il faut qu'ils voient que, voilà, malheureusement, il y a par exemple des problèmes en termes d'agriculture, parce qu'on ne transforme pas beaucoup, très bien. Allez-y, vous pouvez le faire. Donc le secteur privé a son rôle à jouer, en fait, doit finalement... C'est pour ça que il y a une synergie à mettre en place pour que effectivement le monde académique réponde aux besoins du secteur privé, mais que le secteur privé aussi joue son rôle de pourvoyeur d'emploi. Exact, pourvoyeur d'emploi ou d'opportunités. Je parle beaucoup plus d'opportunités. Oui. Par exemple, une entreprise, de toute façon, achète un service. Donc, elle peut transformer ce budget d'achat en des opportunités à des jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes et surtout les accompagner. On ne peut pas juste lui demander de faire quelque chose et de ne pas lui donner, de créer un écosystème attractif qui vont pousser ces gens-là en fait à rester. Donc, mais pour moi, s'il y a un élément important, on ne peut pas blâmer des jeunes qui veulent quitter. Et comme je dis d'une manière très réaliste, je ne vois même pas comment on peut les empêcher de partir. On peut, si on rend en fait mais on en a besoin. On en a besoin, donc c'est à nous, la responsabilité c'est la nôtre en fait de rendre cet environnement très attractif. Et donc nous on suit les lauréats de l'UM6P. Aujourd'hui la plupart restent au Maroc. Donc voilà, parce qu'il y a un écosystème, il y a une start-up pour laquelle plusieurs offres d'expatriation ont été proposées, qui a refusé, qui voulait rester en fait dans l'écosystème de l'UM6P à Ben Guerir pour rester en contact avec les différents laboratoires, choses comme ça. Voilà, il y a des cas qui Vous aviez échangé sur le sujet il y a quelques temps, Hicham Habté, par rapport aussi au programme d'échange vers le Maroc et vice-versa. Comment cela s'opère,
tout en gardant en tête le thème d'ailleurs de ce forum, c'est de former ceux qui vont porter ces champions africains de demain, ces entreprises africaines de demain. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, les étudiants de l'UM6P, au niveau de la faculté de gouvernance, ont un semestre d'échange et en même temps, en fait, on reçoit l'équivalent en fait, des étudiants qui partent pour un semestre d'échange. En fait, on les reçoit au Maroc. Et c'est une opportunité en fait, d'échange, de cette rencontre fertile entre deux cultures, plusieurs cultures en fait. L'autre point, c'est nous avons à peu près 7% cette année des étudiants en formation initiale qui viennent principalement de l'Afrique subsaharienne. On a déjà eu pas mal de lauréats de l'UM6P, principalement dans le domaine de l'agriculture, qui à l'époque représentait 70% en fait de la promotion, qui sont aujourd'hui nos ambassadeurs dans les différents pays de l'Afrique subsaharienne. Donc voilà. Et c'est ça qui facilite après le lien entre les pays de l'Afrique subsaharienne et le Maroc. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des lauréats de l'UM6P dont la majorité préfère rester. Exact. Quid de ceux qui suivraient leur parcours à l'antenne française du M6P? Pour le moment, en fait, il n'y a pas de... Elle est en démarrage. En démarrage, il n'y a pas de formation en fait, aujourd'hui prévue là-bas. C'est donc l'antenne de l'UM6P à Paris est principalement une plateforme en fait, de veille technologique pour qu'on soit au plus près de ce qui se passe en termes de technologie liée par exemple à l'énergie. Deuxièmement, c'est un lieu qui donne aussi l'opportunité à des startups qui ont vu le jour sur le campus, par exemple à l'UM6P, d'avoir une fenêtre sur l'écosystème d'innovation au niveau de pas que Paris, mais en fait toute l'Europe. Troisièmement, c'est aussi être au contact avec ces étudiants qui partent, avec ces Marocains qui sont en Europe, être en contact avec la diaspora marocaine, qui veulent contribuer au développement du Maroc, mais tout en restant, par exemple, en Europe, on se rapproche d'eux, donc en étant à Paris. Après, le volet formation, en fait, il viendra après. Vous parliez tout à l'heure de cette frontière poreuse entre le monde industriel et le monde académique. Qu'en est-il de l'autre côté? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution exponentielle de l'intelligence artificielle, quelles sont les solutions que peut apporter ce monde académique à ce monde industriel pour qu'ils se mettent à la page de ces transformations? Exactement, vous avez raison d'insister sur le fait que c'est dans les deux sens. Donc effectivement, il faut que le monde industriel ouvre ses portes à des chercheurs, à des étudiants, au-delà des stages, mais d'imaginer un nouveau mode de connexion, de lien entre les deux entités. Donc pourquoi pas avoir des plateaux bureaux au sein même d'un campus. Voilà. Et donc à partir de là, cette frontière poreuse va aussi avoir une réalité sur le terrain. Ces entreprises peuvent faire appel aux étudiants qui sont toujours en cours pendant l'année scolaire, de travailler sur des thématiques, d'être en lien avec les chercheurs, d'assister aux conférences scientifiques qui vont leur permettre d'être à la page. Vous avez utilisé cette expression, vraiment très importante, d'être à la page par rapport à tout ce qui se passe au niveau technologie. Vous avez cité l'intelligence artificielle, effectivement, être conscient que ce domaine-là va de manière certaine impacter carrément même la raison d'être d'une entreprise. Et donc, à un moment, il ne faut pas shifter de business model. Au lieu d'attendre que ça arrive, mais en fait, déclencher soi-même ce changement, être acteur de ce changement. Et ça, c'est grâce à ces compétences scientifiques qui sont là. Donc oui, effectivement, il faut
poreux dans les deux sens. Et il y a aussi cet aspect qui est lié à l'environnement, à la santé, à l'éducation. Comment sensibiliser les entreprises à l'importance de ces formations, Hicham Abtahi? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on revient en fait à la première, au premier élément. Une entreprise n'existe pas en tant que telle. C'est en fait ces hommes, ces femmes qui constituent l'entreprise. L'entreprise, je le rappelle, c'est une personne morale, donc n'existe pas. Et c'est l'actif le plus important. Et donc l'actif le plus important, il faut en prendre soin. En prendre soin, donc d'où le fait de formation continue. On ne peut pas juste s'arrêter après le diplôme et à partir de là, aucune formation. Donc il ne faut pas le voir comme une charge, il faut le voir comme un investissement pour que les compétences continuent. Deuxièmement, il y a le bien-être. Donc le bien-être, en fait, vous avez tout un panorama de ce qu'il faut mettre en place. Troisièmement, il y a aussi dans la formation, s'il y a des candidats à un moment pour carrément aller faire un doctorat, approfondir leurs connaissances et revenir avec un bagage de connaissances encore plus important, c'est une richesse pour l'entreprise. D'où le fait de permettre à ces frontières-là d'être poreuses pour en fait, que le va-et-vient entre le monde académique et industriel soit en fait naturel. Et non pas j'ai perdu quelqu'un pendant 3 ans, donc qu'est-ce que je fais? Non, il faut pas le voir comme ça. Il faut être heureux. C'est un salarié et vient toquer à la porte pour dire écoutez, j'ai identifié une thèse dont un sujet qui est d'avenir et qui peut être utilisé dans l'entreprise. C'est cet esprit-là qu'il faut encourager. Nous avons certainement des CEO marocains qui regardent cette émission, mais nous avons peut-être aussi certainement des bacheliers. D'ailleurs, ils sont en train de passer leur bac. Peut-être un message à leur adresser, Hicham Abtahi, pour faire le bon choix, pour peut-être même un message inspirationnel, puisque vous êtes à la tête quand même de l'une des plus grandes institutions éducatives de notre continent. Premièrement, je souhaite bon courage en fait, aux jeunes là, qui passent le bac. Ça a commencé aujourd'hui. Donc allez, bon courage. Deuxièmement, en fait, c'est le meilleur conseil. En fait, je sais qu'ils ont 17, 18 ans, ils ne savent pas. Mais en fait, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, on a parlé tout à l'heure beaucoup d'entrepreneuriat. Donc entreprendre, c'est prendre des risques. Entreprendre, c'est sortir de sa zone de confort. Donc le seul conseil que je leur donne, faites confiance à vos compétences, que le meilleur gagne. Et de postuler à l'UM6 peut-être. Ça, je vous laisse le dire à ma place. Merci beaucoup, Hicham Abtahi. Merci à vous. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Voilà, c'était donc la dernière émission spéciale Africa CEO Forum ici à Abidjan. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.